Il s'agit maintenant d'évoquer les fameuses ruptures, pour prendre effectivement le terme qui renvoie à la notion de rupture sociale, rupture culturelle. En fait, toute une série de fractures que j'ai intitulées, je le rappelle donc, rupture démographique, rupture entre la famille et l'exploitation, rupture entre l'agriculture et le territoire, rupture entre l'agriculture et l'alimentation, mais aussi, enfin, rupture, fracture entre agriculture et nature. La première rupture me semble être la plus évidente. Au XVIIe siècle, sur 100 personnes qui travaillaient, 80 étaient travailleurs de la terre, des paysans, laboureurs, paysans sans terre, etc. Bref, 80% de la population active faisait partie donc du groupe des agriculteurs. Aujourd'hui, à peine 5 à 6% de la population active agricole. Le passage donc de 80% à 5%. Et donc vécu comme un déclin, pas uniquement un déclin démographique, mais vécu par les acteurs sociaux concernés, par les travailleurs de la terre, comme un déclin social. Il s'agit donc effectivement, cette rupture démographique est une diminution quantitative, déclin quantitatif objectif, déclin social subjectif. Subjectivement, les acteurs sociaux le vivent ainsi, comme un déclin. Et la population agricole, en Europe, représentera dans quelques années moins de 5% de la population active. En Europe, donc. Deuxième fracture, il s'agit de la fracture famille-exploitation. À ce sujet, il faut rappeler que plus de 80% du travail fourni en agriculture est encore d'origine familiale. Mais les épouses de travailleurs de la terre, les épouses des chefs d'exploitation, les épouses exploitants, travaillent de plus en plus hors de l'agriculture. Ce qui d'ailleurs, au passage, interdit de continuer à penser, à raisonner sur le modèle de l'installation de couples dans les exploitations agricoles. À noter aussi que les structures juridiques très complexes se développent. Troisième fracture, il s'agit de la fracture agriculture-territoire. Après ce que l'on a connu dans les années 1950-1960, une spécialisation par terroir, on est passé peu à peu au bassin de production. Bassin laitier, bassin porcin, bassin céréalier comme Brie, Beauce pour les céréales, l'Alsace, la Lorraine, même la Bretagne comme bassin laitier, la Bretagne comme bassin porcin, etc. De plus en plus, les grandes zones de production sont dépendantes des équipements portuaires et aéroportuaires. À la logique technique d'une agriculture hors sol s'ajoute une logique de délocalisation des productions. On a donc affaire à une logique territoriale, à une logique technique, mais aussi, ne l'oublions pas, à une logique libérale de type capitaliste dans le champ agricole. Quatrième et avant-dernière fracture. Il s'agit là de la fracture, de la rupture entre agriculture et alimentation. Un phénomène culturel très important. Aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, on mange dans les pays industrialisés, modernes, dans les sociétés contemporaines, notamment en Europe, et en particulier en France. Il s'agit de noter que l'on mange globalement à sa faim. Même si, bien entendu, on peut déplorer ça et là, y compris en France, un nombre toujours trop important de personnes qui subissent la malnutrition ou les insuffisances
en matière de consommation alimentaire. En tout cas, on mange globalement à sa faim, mais des aliments qu'on ne connaît plus ou qu'on connaît de moins en moins. À tel point que parfois, on peut se demander si le goût ne semble pas se réduire au sucré salé, donc chez un certain nombre d'individus, de personnes, d'acteurs sociaux. Dans notre société d'abondance, malgré les évidentes exclusions sociales, bien sûr, encore une fois, la plupart des repas sont pris aujourd'hui hors de la maison. La qualité des produits, en particulier depuis 1984, date hautement symbolique ici, est, ou me semble être, ce que la quantité a été à la décennie 1950-1960, c'est-à-dire de l'ordre d'une véritable mythologie. Nous serions passés, par hypothèse en tout cas, du mythe de la quantité dans les années 1960 au mythe de la qualité, y compris alimentaire, à compter de 1984. Cinquième et dernière fracture. Il s'agit d'évoquer maintenant la rupture entre agriculture et nature. Cette rupture, cette fracture, semble résumer toutes les autres. Pendant longtemps, on a raisonné comme si l'agriculture était le rempart contre une société de béton. Nous pensions même que les agriculteurs étaient les gardiens d'un savoir-faire ancestral. Les gardiens de vieilles civilisations, de vieilles valeurs, civilisatrices. Et chacun s'aperçoit, et c'est heureux me semble-t-il, que les travailleurs de la terre sont comme toutes les autres catégories sociales. L'agriculture n'est plus un état, c'est devenu un métier, et être agriculteur, c'est appartenir à un groupe social parmi d'autres. On peut l'intégrer, on peut aussi en changer. Bref, cette fracture agriculture et nature sera l'occasion de revenir tout au long donc, de mon propos sur l'importance de la nature dans l'analyse de la culture agraire. Quelle politique de développement des exploitations à l'issue de ce constat de fracture culturelle? Eh bien, pour apporter d'ores et déjà un élément de réponse, je voudrais souligner, encore une fois, l'importance dans le monde agricole, dans le secteur agricole, de l'organisation associative, de l'organisation coopérative. Seul schéma, me semble-t-il, qui peut tenter d'associer la croissance, l'amélioration des conditions de vie et de travail, la vie sociale et le maintien, voire une revitalisation du tissu rural. Je plaide volontiers ainsi, personnellement, pour une agriculture de groupe, avec l'idée de copropriété du matériel, par exemple dans le cadre des CUMA, des coopératives d'utilisation du matériel agricole, avec des GAEC, groupements agricoles d'exploitation en commun, GAEC familiaux ou GAEC non familiaux, des associations de remplacement, etc. J'en arrive donc au troisième point, élément pour une politique rurale. Alors pourquoi d'abord politique rurale? Il s'agit de ne pas limiter les décisions à un secteur, à un groupe social, je veux parler bien entendu des agriculteurs, dans le cadre d'une politique qui serait uniquement et résolument agricole, y compris d'ailleurs la PAC, la politique agricole commune. Et je propose donc maintenant quelques éléments pour une politique rurale, ou en tout cas un essai de mise en place d'une politique, on va dire, plus territoriale, plus citoyenne, et peut-être moins professionnelle, moins corporatiste. Un constat d'abord. Nous sommes entrés peu à peu, depuis au moins
le milieu des années 1980, dans une période que l'on pourrait appeler d'évaluation des politiques, notamment des politiques agraires. On a, à partir des années 1980, 1983, 1984, pour être plus précis, la mise en place, par exemple, de la Commission nationale d'évaluation de la recherche et de l'enseignement, qui aujourd'hui a évolué, mais qui existe toujours. Une Commission nationale d'évaluation des politiques de santé. On avait une Commission nationale d'évaluation du revenu minimum d'insertion, puis aujourd'hui du RSA et d'autres mesures encore dans le champ du travail social. Et même une Commission nationale d'évaluation du plan urbain, ou encore une Commission nationale d'évaluation de la vie associative. Curieusement, dans cette, je dirais, ambiance d'évaluation des politiques, personne ne cherche à évaluer la politique publique en matière d'aménagement du territoire. Personne ne cherche, visiblement, dans le champ politique, à gauche comme à droite, à reconnaître et à en mesurer les effets propres. Pour participer au débat aujourd'hui, et dans le souci bien sûr de participer au mouvement de rationalisation et de modernisation des services publics, et pas uniquement modernisation d'un secteur particulier, d'un secteur professionnel, je vais très brièvement esquisser maintenant quelques pistes de réflexion qui concernent le développement rural, qui concernent le développement local. Premièrement, on pourrait, il me semble, définir une grille d'évaluation du développement local, identifier dans un premier temps le rôle des organisations dans les changements désirés. Les critères sont alors institutionnels et donc ce qui concernerait les systèmes de décision, les systèmes de négociation et de communication dans les institutions, dans les collectivités publiques, territoriales et autres. Deuxième élément, l'évaluation d'une situation locale est une phase préalable de l'action. Et ce, afin de recenser les besoins, les problèmes, mais aussi les potentialités du territoire. À ce sujet, rappelons que le mouvement dit du développement local a vu fleurir des associations représentatives des pays, qui sont l'un des moyens juridiques de formalisation de partenariats entre acteurs. Avec la communauté de communes, la problématique identitaire est poursuivie et, dans le même temps, s'en trouve renouvelée. La participation des associations locales, qui interviennent souvent comme des prestataires de services, conduit à une contractualisation de la mise en œuvre d'actions diverses. Enfin, troisième élément, il faut éviter de réduire l'évaluation au niveau local à une sorte de justification face aux décideurs nationaux de leurs propres fonctions, postes de travail et activités. Faire croire, par exemple, que le développement local s'inscrit dans un bel ordonnancement militaire des phases de planification, programmation, budgétisation et contrôle, c'est-à-dire qui renverrait à un modèle parfait, mais abstrait, de la rationalité. Je voudrais terminer par le paradoxe suivant, et qui concerne les schémas de pensée. La politique locale, communale ou intercommunale, s'appuie sur une culture commune, sur une mémoire commune, mais aussi sur une culture individualiste du projet. On constate en tout cas une tension permanente et dynamique entre la logique démocratique, dont le but ultime est d'augmenter le débat et l'intervention des citoyens, et la logique de l'efficacité décisionnelle. La culture dominante des corps financiers de l'État semble marquée par la peur
que tout processus de débat démocratique soit porteur de dépenses supplémentaires, ce qui limite à l'évidence la réalisation et le contrôle des actions pour d'éventuelles modifications. L'évaluation, avant d'être un ensemble de techniques, est un acte politique qui suppose la transparence des critères utilisés, mais aussi l'indépendance, la rigueur, le pluralisme et la compétence. La recherche, la science, l'université notamment, peut, à cet égard, apporter son concours méthodologique. Je voudrais néanmoins insister sur un élément qui me semble important. Autant la politique agricole, notamment la politique agricole commune, a bénéficié d'un très très fort investissement, notamment budgétaire et financier. Autant la politique agricole a bien fonctionné, autant on peut déplorer l'absence, ou plutôt la quasi-absence, de politique rurale. On sait, par exemple, que 90% des dépenses dans le budget de la politique agricole commune, budget lui-même qui a atteint près de 50% des dépenses totales de l'Union européenne, 90% des dépenses de la PAC concernent le FEOGA, F-E-O-G-A, Fonds européen d'orientation et de prix et de garantie agricole. C'est-à-dire 90% concernent la politique professionnelle, la politique agricole. Seuls 10% permettent de financer notamment le Fonds européen de développement régional, le fonds qui concerne le FEDER, donc qui concerne la politique territoriale, enfin en tout cas que j'ai appelée territoriale, en opposition à la politique professionnelle de la PAC. Il me semble donc pouvoir évoquer une idée, un constat, voire une analyse en termes de non-politique rurale. On peut donc effectivement évoquer, encore une fois, la réussite agricole et donc l'échec rural. La PAC est victime de ses succès, et ce, depuis au moins 1962. Face à cette situation, on peut distinguer trois attitudes en utilisant méthodologiquement la typologie proposée notamment par le sociologue allemand Max Weber, qui propose d'analyser la complexité, la diversité des situations, des stratégies, des identités, des cultures, etc., à travers la typologie, c'est-à-dire trois types idéaux, donc abstraits, de comportement. Face à la non-politique rurale, j'ai distingué trois types de comportement. Je vais d'abord les citer et ensuite les commenter brièvement. Premier type de comportement, face à cette réussite agricole et cet échec de la politique rurale, premier type de comportement, l'acceptation tacite. Deuxième type, la résignation désolée. Troisième type, le refus actif. Je reviens donc, logiquement, au premier type de comportement. Donc face à cet échec de la politique rurale, l'acceptation tacite. En fait, certains citoyens, certains acteurs sociaux, agriculteurs ou non, s'accommodent fort bien du système, au prix peut-être de quelques larmes de crocodile. C'est cette fameuse acceptation tacite. La résignation désolée peut être résumée par une formule. C'était inéluctable. C'est triste, mais c'est la vie. En fait, dans ce type de comportement, dans ce type d'attitude, il s'agit tout simplement de faire quelque chose pour adoucir une agonie fatale. Cette résignation désolée, mais aussi cette acceptation tacite, ne sont pas
les seules attitudes. Puisqu'il y a, et on pourrait presque ajouter heureusement, un troisième type d'attitude, intitulé donc le refus actif. Le refus actif, c'est précisément la résistance de ceux qui ne veulent pas mourir. On a affaire à des militants du développement par en bas, corrigés, comme l'a souligné le sociologue rural et ancien président de la Fédération nationale des pays. On a affaire à des militants du développement par en bas, corrigés par le haut, comme l'a souligné donc Paul Houet, sociologue rural. L'auteur parlerait ainsi de mouvement ascendant et de mouvement descendant. Dans les années 1960, eh bien, malgré quelques années de croissance économique, eh bien, le milieu rural n'a pas bénéficié, autant que la ville, autant que le milieu urbain, de cette croissance économique. En fait, les années 60 n'ont pas eu que des effets positifs, loin s'en faut, sur le milieu rural. Elles ont en particulier accéléré l'exode de jeunes et imposé des modèles culturels urbains, créant des déséquilibres dans le mode de vie des travailleurs de la terre notamment. Curieusement, les années de crise et de mondialisation que nous vivons aujourd'hui peuvent constituer un atout. La régression industrielle est un facteur de retour à la terre, un facteur de retour au local. C'est ainsi que les soldes de population entre les 2 derniers recensements, je pourrais même dire les 4 derniers recensements, sont globalement positifs pour le rural. Même si ce bilan cache évidemment de très profondes disparités régionales ou micro-régionales. Ce retour est aussi culturel et renforce les valeurs de l'enracinement, les valeurs de, entre guillemets, l'appartenance au pays, ou plutôt du sentiment d'appartenance à un pays, à un terroir. D'autres facteurs jouent également dans ce sens. La décentralisation a ouvert, la décentralisation en particulier institutionnalisée, instituée par les lois, les fameuses lois de fer de 1982, les lois concernant la décentralisation et non pas la déconcentration des services de l'État. La décentralisation qui ouvre aux acteurs locaux de nouveaux champs d'initiative. On peut donc parler véritablement de nouvelle solidarité rurale. À condition de, premièrement, ne pas opposer les solidarités verticales, professionnelles, c'est-à-dire les solidarités au sein des filières agricoles, filières en agriculture, de ne pas opposer les solidarités verticales, et donc professionnelles, aux solidarités horizontales, beaucoup plus territoriales. Mais chercher comment leur confrontation peut générer une vie sociale à la fois moderne et enracinée. À condition aussi de ne pas voir dans la solidarité rurale une affaire du passé. Et enfin, à condition, à l'autre pôle, de ne pas exalter le volontarisme rural et local, l'esprit de solidarité dans les campagnes, en véhiculant l'idéologie du mépris de l'industrie et la crainte des villes. Mais disons qu'avant de s'ouvrir, il fallait peut-être être un peu fermé. L'office de Landerneau en Bretagne est un bon exemple. Au départ, il s'agissait de la sauvegarde du monde rural contre les idées nouvelles susceptibles d'être transmises par la ville. De ce point de vue, le Finistère a fort bien réussi. Mais aujourd'hui, les mutuelles, la coopération et même le syndicalisme, qui ont été institutionnalisés après la Seconde Guerre mondiale, sont considérés comme des rouages administratifs parmi d'autres. C'est ainsi que, progressivement,
s'est effrité l'apport positif qu'il représentait en matière de solidarité. Notons aussi la chute du recrutement sacerdotal, si l'on en juge donc par les travaux du sociologue, du regretté sociologue ancien rennais Yves Lambert, de l'INRA et puis au CNRS, Yves Lambert, qui avait noté effectivement cette chute du recrutement sacerdotal, la fin de l'Église comme lieu de vie sociale. Eh bien, cette chute du recrutement sacerdotal renvoie à l'idée, effectivement, selon Yves Lambert, que la fin de l'Église comme lieu de vie sociale a eu de profondes conséquences sur notamment les liens sociaux et sur les solidarités locales et le tissu rural. Mais si les anciennes solidarités s'effondrent, d'autres se sont constituées. On ne peut vivre indépendamment les uns des autres et il est indispensable, comme l'avait d'ailleurs remarqué Durkheim, de reconstituer le tissu social. C'est, me semble-t-il, le principal problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le département paraît encore trop grand pour animer un territoire. La commune est trop petite et elle me semble, à titre personnel, encore bien trop nombreuse en France. En Bretagne, on pense effectivement spontanément au pays, aujourd'hui aux communautés de communes, donc à l'intercommunalité. Mais l'enjeu est autant, me semble-t-il, le rééquilibrage du territoire national et régional que celui de la démocratie au quotidien. Mais il me semble, pour conclure provisoirement, n'attendons à ce sujet comme à tant d'autres, n'attendons pas tout du pouvoir central.